Avant que la Beatlemania ne s'empare du monde, il y avait un cinquième Beatle, Stuart Sutcliffe. L'artiste discret et brillant dont l'amitié avec John Lennon a contribué à façonner les Beatles bien avant que quiconque ne connaisse leur nom. Cependant, son histoire ne s'est pas terminée sur scène ou sous les projecteurs. Elle s'est terminée dans la tragédie, la confusion et un camouflage qui a hanté des générations. Officiellement, sa mort a été classée comme due à des circonstances naturelles, mais les preuves révèlent une vérité bien plus sombre. Une histoire cachée derrière la musique, l'art et une loyauté inébranlable. Pendant des décennies, les historiens et les fans se sont demandé pourquoi tant de questions sur sa mort restaient sans réponse. Aujourd'hui, le mystère de la mort de Stuart Sutcliffe pourrait enfin être résolu. Et c'est bien pire que nous ne le pensions. Ce que nous découvrons sur la mort de Stuart Sutcliffe est si choquant que cela pourrait changer la façon dont le monde se souvient des Beatles pour toujours. Le Beatle oublié. Avant que les Beatles ne deviennent un phénomène mondial, avant que leur musique ne devienne le pouls d'une génération, leur histoire s'est déroulée dans l'ombre des petites pièces du Liverpool d'après-guerre. Parmi les premiers architectes de leur légende se trouvait Stuart Sutcliffe, le cinquième Beatle. Sur les photos fanées des débuts du groupe, Sutcliffe apparaît comme une figure frappante avec des yeux sombres et une cigarette à la main, toujours en train d'observer plutôt que de commander. Il n'était pas un bassiste virtuose. Ses mains portaient les marques de sa véritable passion, des taches de fusain et de peinture avec des bouts des doigts rugueux à cause des jours et des nuits passés à dessiner et à sculpter. Il était un artiste avant d'être un musicien. Pour ceux qui le connaissaient, Stuart se définissait par une sorte de calme lumineux. Alors que John Lennon, Paul McCartney et George Harrison se chamaillaient et plaisantaient, Stuart était l'âme du groupe en marge, une présence qui approfondissait leur énergie juvénile. Son influence ne se mesurait pas en solo ou en crédits d'écriture, mais dans l'atmosphère qu'il apportait à leurs premiers concerts et à leurs longues nuits, répétant pour des publics de pubs bondés de Liverpool. Il comprenait la beauté et la mélancolie, et les autres, en particulier Lennon, ont réagi à cette profondeur. Le véritable creuset des Beatles n'était pas l'Angleterre, mais Hambourg, en Allemagne. Ici, dans le chaos des lumières rouges du Reeperbahn, le groupe a joué des sets interminables et dans des clubs enfumés, forgeant leur son à travers l'épuisement et la faim. La présence de Stuart à Hambourg était électrique, non pas pour ses talents de musicien, mais pour le mysticisme qu'il projetait. Il s'habillait tout en noir, citait des poètes français et dessinait dans les bars entre les sets. Il a été le premier Beatle à sortir du moule de Liverpool, cultivant des amitiés avec des artistes et des photographes allemands qui voyaient en lui quelque chose de tout à fait original. Parmi eux, Astrid Kirchherr, une jeune photographe dont les portraits austères immortaliseraient la première incarnation du groupe. Elle et Stuart tombèrent rapidement amoureux, attirés par une passion commune pour l'art et le sentiment que quelque chose d'extraordinaire commençait. Cependant, à mesure que leur relation s'approfondissait, Stuart s'est retrouvé tiraillé entre deux mondes. Le tourbillon bruyant et dévorant des Beatles et le chemin plus calme et plus risqué d'un peintre. C'est à Hambourg qu'il a fait son choix, échangeant sa basse contre un carnet de croquis, décidant de se consacrer à l'art à plein temps, juste au moment où la fortune du groupe allait changer. Pourtant, au moment même où son talent commençait à s'épanouir, sa santé l'a trahi. L'histoire officielle pendant plus d'un demi-siècle a été que Stuart Sutcliffe est mort jeune à 21 ans d'une hémorragie cérébrale spontanée. Son décès a été traité comme une perte tragique mais naturelle, l'épilogue triste d'une histoire qui avait à peine commencé. Cependant, des découvertes récentes ont remis en question cette version, suggérant que la cause n'était pas simplement le destin, mais quelque chose de bien plus sombre et plus délibéré. De nouvelles preuves obligeraient le monde à regarder en arrière, non seulement avec tristesse,
mais avec choc, les premiers signes de génie et de trouble. Stuart Ferguson, Victor Sutcliffe, est né à Édimbourg, encore hanté par la guerre, où les tickets de rationnement et les rideaux occultants ont façonné les souvenirs d'enfance. Dès son plus jeune âge, il était différent. Il était doux, créatif et plus à l'aise avec les peintures et les crayons plutôt que dans les terrains de jeu. Les enseignants et les camarades de classe se souviennent de lui comme d'une personne douce, encline à de longs silences, mais capable d'une soudaine brillance lorsqu'il se perdait dans son travail. Sa famille a déménagé à Liverpool, où le courage d'après-guerre de la ville a alimenté sa vision artistique. Il absorbait tout, y compris les livres, les disques et les conversations entendues dans la cuisine. Il était sensible aux courants sous-jacents que la plupart des gens manquaient. Au Liverpool College of Art, Stuart a trouvé son véritable élément. C'est ici, à la fin des années 1950, qu'il a rencontré John Lennon. Les deux hommes se seraient reconnus quelque chose de rare, l'ambition, l'insécurité et une faim d'échapper à la vie ordinaire. La vision de Lennon pour un nouveau type de groupe incluait Stuart, non pas pour ses compétences techniques, mais pour sa loyauté et un look qui se démarquait. Les premiers jours des Beatles étaient un flou de formations changeantes, d'équipements récupérés et de démarchage constant pour des concerts. En 1960, le groupe a fait le grand saut et a déménagé à Hambourg. Les nuits se sont transformées en matinées, alors qu'ils jouaient des 7 marathons dans des clubs bondés, alimentés par de l'alcool bon marché et de l'adrénaline. La ville était une révélation, dangereuse, excitante et pleine d'artistes et de parias. Hambourg a mis Stuart en contact avec Astrid Kirchherr, dont l'intelligence froide et l'œil photographique ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait connu. Ils se sont connectés instantanément, partageant de longues promenades, des débats philosophiques et des croquis de fin de soirée dans des appartements exigus. Pour Astrid, Stuart était avant tout un artiste, pas seulement un membre des Beatles. Leur amour lui a donné le courage d'imaginer un avenir en dehors de l'orbite du groupe. Mais à mesure que la relation de Stuart avec Astrid grandissait, la distance entre lui et le reste du groupe grandissait également. Lennon, en particulier, a ressenti vivement la perte. Sous ses blagues et ses piques, il nourrissait un sentiment de possession envers Stuart, du ressentiment face à sa loyauté partagée, de la jalousie face à sa romance avec Astrid et la peur que les Beatles ne perdent de leur noyau artistique. La tension a couvé alors même que la santé de Stuart commençait à faiblir. Ce qui a commencé comme de légers maux de tête et des vertiges est devenu des moments soudains de confusion, des sautes d'humeur inexpliquées et une douleur aveuglante qui l'ont forcé à quitter les répétitions plus tôt. À l'hiver 1961, le déclin de Stuart était indéniable. Des amis ont remarqué qu'il devenait mince et pâle. Il y avait des moments où il semblait complètement désorienté, à peine capable de se concentrer sur une conversation. Le jeune artiste, qui était autrefois beaucoup plus mature que son âge, semblait maintenant épuisé, vulnérable et souffrant. Le premier effondrement. Les symptômes de Stuart ont atteint un point de rupture à la fin de 1961. Il se pliait en deux de douleur, se tenant la tête et haletant. Astrid regardait, impuissante, les crises devenir plus fréquentes. Il s'est effondré pendant les repas, a perdu conscience en coulisses et a parlé d'une intense douleur lancinante derrière les yeux. Les médecins des hôpitaux de Hambourg étaient perplexes. Stuart était jeune, athlétique et n'avait aucun antécédent de maladie ou de blessure. Malgré le barrage de tests, le diagnostic officiel est resté vague. Hémorragie cérébrale, cause indéterminée. Mais ses proches étaient sceptiques quant à ce diagnostic médical. Astrid, brisée par le chagrin, a décrit les mois précédant sa mort comme un cauchemar de douleur et de confusion soudaine. Elle se souvenait de moments où Stuart fixait le vide, était déraisonnablement paranoïaque et devenait inhabituellement en colère, sans avertissement. Le groupe, à ce moment-là, se fracturait.
Les Beatles étaient sur le point de goûter à leur premier véritable succès, mais les tensions atteignaient un point d'ébullition. Le tempérament de Lennon, toujours imprévisible, est devenu de plus en plus instable en ce qui concerne Stuart. Des amis et des compagnons de groupe se souviennent de disputes explosives, parfois physiques, sur la direction du groupe et la loyauté de Stuart. La jalousie de Lennon envers Astrid et les ambitions artistiques de Stuart étaient largement reconnues, murmurées dans les loges exiguës et les fêtes de fin de soirée qui ont défini leur jour à Hambourg. Dans les semaines précédant sa mort, il y a eu une altercation qui s'est démarquée. Pauline Sutcliffe, la sœur de Stuart, a rapporté que cet incident avait marqué le début de la fin. Les détails n'ont jamais été consignés dans les rapports de police, mais des histoires ont circulé dans la foule de Liverpool selon lesquelles Lennon aurait attaqué Stuart lors d'une confrontation amère, un coup qui aurait pu être plus dommageable que quiconque ne l'avait réalisé à l'époque. Avec sa mort en avril 1962, l'histoire officielle a refermé le livre sur Stuart Sutcliffe, une histoire tragique de la perte d'une âme douce, beaucoup trop jeune, à cause du caractère aléatoire du destin. Cependant, les preuves découvertes des décennies plus tard, telles que les ecchymoses, les dossiers médicaux et les témoignages oculaires, ont forcé une réévaluation choquante. L'histoire du membre de groupe perdu des Beatles n'était plus un simple conte de malchance. Elle était devenue un mystère qui exigeait des réponses, jetant une ombre longue et compliquée sur l'un des groupes les plus célèbres du monde. L'agression présumée. Lorsque Pauline Sutcliffe s'est exprimée pour la première fois au début des années 2000, son accusation a frappé avec une force. Le monde de la musique n'avait pas ressenti cela depuis la mort de son frère. Elle pensait que la véritable cause de la lésion cérébrale mortelle de Stuart Sutcliffe n'était pas la conséquence bizarre d'un ancien accident de soccer ou d'une faiblesse congénitale, mais un acte de violence commis dans la colère, pas la défense, par John Lennon lui-même. Pendant des décennies, le mythe de l'origine des Beatles avait été aseptisé et raconté. La fraternité, la camaraderie et la magie créative. Mais l'affirmation de Pauline a fendu ce mythe en grand, jetant une ombre sur l'héritage de Lennon et l'histoire étroitement gérée du groupe. L'incident présumé s'est produit à la fin de 1961, pendant la période la plus tumultueuse des années de formation des Beatles. Le groupe était encore un acte obscur, mais féroce dans les clubs de Hambourg. Avide de reconnaissance et mariné dans l'épuisement et le ressentiment. Cette nuit-là, après des heures de boisson et de tensions latentes, les humeurs ont éclaté. Lennon, alimenté par l'alcool et des frustrations de longue date, aurait attaqué Stuart lors d'une confrontation. L'histoire, telle que Pauline l'a racontée, n'était pas une bagarre d'ivrogne, mais une explosion violente. Lennon a donné un coup de pied à Stuart à la tête. L'impact a été suffisamment fort pour changer le cours de leurs deux vies. Il n'y a eu aucun témoin qui s'est manifesté à l'époque. Le reste du groupe, s'il savait ce qui s'était passé, est resté silencieux. L'épisode a été enterré par nécessité, réputation et peur. Cependant, les traces sont restées, non pas dans les rapports de police ou les rapports d'hôpital, mais dans les pages du propre carnet de croquis de Stuart. Après l'agression présumée, ceux qui étaient le plus proches de lui ont remarqué le changement. L'écriture soignée de Stuart est devenue irrégulière. Ses dessins sont passés de portraits calmes à des images troublées et frénétiques. Des mots tels que tourment, explosé et le cerveau sanglant ont commencé à apparaître à plusieurs reprises, comme si son art était devenu la seule langue qui lui restait pour communiquer sa détresse. Les spécialistes médicaux qui ont examiné ces indices des années plus tard ont trouvé d'autres preuves dans la seule preuve physique qui restait. L'analyse post-mortem du crâne de Sutcliffe, qui a révélé une bosse précisément le genre de traumatisme contondant que l'on pourrait attendre d'un coup violent.
La nature de cette blessure correspondait à la progression de ses symptômes, rendait l'ancienne théorie de la faiblesse congénitale et de l'hémorragie cérébrale de moins en moins crédible. Lennon n'a jamais abordé l'allégation en public. Il ne l'a ni confirmée ni niée. En privé, ceux qui étaient proches des Beatles ont dit que Lennon portait un tourment privé pendant des années, hanté par la possibilité que sa rage ait mis en mouvement le dénouement de la vie de son ami. Que la culpabilité, la peur ou le chagrin l'aient empêché de s'exprimer, il est impossible de le savoir. Cependant, l'ombre de cette nuit a persisté, non dite mais inoubliable. Le déclin. Les conséquences de cette nuit ont marqué le début d'un déclin tragique. La santé de Stuart Sutcliffe a vacillé à une vitesse alarmante. Il a commencé à souffrir de douleurs migraineuses, perçantes si fortes qu'il s'effondrait, aveuglé et haletant, souvent en compagnie d'Astrid Kircher, la photographe qui était devenue sa confidente et sa partenaire. Au fur et à mesure que le corps de Stuart se détériorait, son art aussi. Le carnet de croquis qui affichait autrefois élégance et contrôle est devenu un journal de tourments. Les images sont devenues sauvages, obsédées par les spirales et les formes brisées. Ces autoportraits se sont fracturés en morceaux, avec des têtes s'ouvrant ou se dissolvant en lignes noires et en boucles chaotiques. L'écriture, déjà instable, est devenue frénétique. « Je ne vais pas bien », aurait-il écrit. La douleur ne s'arrêtera pas. Le cerveau est sanglant. Chaque page se lit comme un film d'horreur. Le carnet de croquis était un signal de détresse. Le témoignage silencieux d'un esprit s'effondrant sous le poids d'une blessure cachée. Au début de 1962, Stuart n'était plus capable de travailler ou de faire de la musique. Il passait ses journées dans une pièce sombre, dérivant dans et hors de la conscience, comptant sur Astrid pour tout confort. Elle le soignait avec un désespoir silencieux, inconsciente qu'elle assistait aux derniers jours d'un jeune homme mourant, non pas de chagrin d'amour ou d'échec, mais d'une catastrophe neurologique. Ceux qui l'entouraient ont interprété le déclin comme un épuisement psychologique, une dépression et les conséquences du départ des Beatles. En réalité, le compte à rebours était lancé sur un traumatisme fatal que personne ne pouvait nommer, encore moins guérir. L'effondrement à Hambourg. La fin est arrivée soudainement. Le 10 avril 1962, Stuart Sutcliffe était chez lui avec Astrid à Hambourg. La douleur est revenue comme une tempête, cette fois plus féroce et plus dévastatrice que jamais auparavant. Il a crié de douleur, se tenant la tête, et s'est finalement effondré, inconscient, avant de pouvoir prononcer un autre mot. Astrid a appelé une ambulance, mais au moment où les ambulanciers sont arrivés, il y avait peu à faire. Stuart a été déclaré mort en route vers l'hôpital, la cause officielle étant une hémorragie cérébrale. Il n'y a pas eu d'autopsie. Personne n'a insisté pour obtenir des réponses, et le consulat britannique a accepté le rapport sans poser de questions. Hambourg avait perdu un artiste étranger, Liverpool, un fils, les Beatles, leur bassiste original et un ami qui avait pendant un bref instant été au cœur de quelque chose d'extraordinaire. Le monde a absorbé la tragédie et est passé à autre chose, réconforté par l'explication officielle. Lennon, selon les personnes présentes, a été brisé et est tombé dans un chagrin dévorant qui l'a rendu inaccessible pendant des jours. Il n'est pas retourné à Hambourg pour les funérailles. Qu'il soit resté à l'écart par chagrin, remords, peur ou paralysie émotionnelle, reste un mystère qui ne fait que s'approfondir avec le temps, le silence de l'histoire. Pendant des décennies, l'héritage de Stuart Sutcliffe n'a existé qu'en marge de l'histoire du rock. Son nom est apparu dans les génériques, les documentaires et les biographies des Beatles comme le Beatle perdu, l'artiste sensible qui a quitté la musique par amour, le prodige mort trop tôt. L'ascension de Lennon à la supercélébrité mondiale
a presque effacé l'histoire de Stuart, le réduisant à une note de bas de page dans l'ascension d'un empire. Mais Pauline Sutcliffe ne laisserait pas le silence perdurer. Pour elle, l'histoire officielle était incomplète, voire un mensonge pur et simple. Elle a consacré des années à sa propre enquête, poussée par la conviction que la mort de son frère n'était ni inévitable ni accidentelle, mais le résultat d'un secret qui avait été gardé pour protéger la réputation des Beatles. Sa quête l'a menée dans les archives, les bibliothèques médicales, les entretiens avec des témoins et des médecins, et même au cœur des effets personnels de son frère, notamment son carnet de croquis noirs qui est devenu la pièce maîtresse de sa recherche. En 2003, Pauline a annoncé son intention de mettre aux enchères les archives de Stuart, attirant l'attention internationale sur les preuves qu'elle avait patiemment rassemblées. Les pages du carnet de croquis, marquées par des lignes sauvages, une écriture erratique et des images obsédantes, étaient plus que des artefacts. Elles étaient le chaînon manquant, la piste documentaire qui, pour la première fois, permettait aux chercheurs d'aligner la chronologie du déclin de Stuart avec l'agression présumée de 1961. Pour elle, la détérioration n'était pas seulement un symptôme, mais un aveu silencieux, la preuve du traumatisme caché qui a tout changé. Les efforts de Pauline ont relancé le débat et ont forcé un réexamen de l'une des tragédies les plus célèbres de la musique rock. Le silence qui avait protégé les légendes a finalement été percé, révélant la vérité complexe et douloureuse derrière la légende du Beatle perdu. Les archives qui ont tout changé. La diffusion rapportée du carnet de croquis de Stuart Sutcliffe a envoyé des ondes de choc à travers les communautés artistiques et médicales. Des décennies s'étaient écoulées depuis la mort du Beatle qui n'a jamais été. Mais le carnet de croquis, autrefois considéré comme une note de bas de page étrange dans l'histoire des Beatles, s'est transformé en axe autour duquel une controverse longtemps dormante a commencé à tourner. Des experts ont examiné chaque page avec attention, y trouvant non seulement l'évolution d'un jeune artiste, mais le témoignage silencieux d'un esprit et d'un corps qui se défont. Des numérisations haute résolution ont révélé un changement frappant et inquiétant. Des neurologues, habitués à lire les indices laissés par un traumatisme sur une page, ont observé des tremblements dans l'écriture autrefois stable de Sutcliffe. Ces illustrations, au début complexes et contrôlées, ont commencé à se fracturer. Au fur et à mesure que le contenu du carnet de croquis s'est répercuté dans le cycle d'information, Pauline Sutcliffe s'est avancée avec des preuves qui allaient modifier le débat pour toujours. Au plus profond des archives allemandes, elle a découvert un rapport post-mortem longtemps ignoré de l'hôpital de Hambourg. Pendant des années, les détails médicaux avaient été résumés et rejetés. Un jeune homme dont la mort résultait d'une hémorragie cérébrale, la cause officiellement inconnue. Cependant, ce rapport contenait un détail qui avait été négligé, une dépression sur le crâne de Sutcliffe, une bosse qui, selon les spécialistes en médecine légale, n'aurait pas pu se former par une maladie naturelle ou une faiblesse congénitale. C'était sans aucun doute la marque d'un coup important. La chronologie qui a émergé de ces nouvelles preuves était impossible à ignorer. Les premiers signes du déclin de Sutcliffe, tels que les maux de tête, la perte de vision et le comportement erratique, ont commencé à se manifester seulement après une altercation notoire avec John Lennon à Hambourg. Jusque-là, Sutcliffe était considéré comme sensible mais stable, un artiste trouvant ses repères au milieu du chaos des Beatles en plein essor. Le déclin n'était pas subtil, il était catastrophique. Les experts médicaux qui ont examiné les dossiers et le carnet de croquis en même temps ont tiré une conclusion effrayante. L'hémorragie fatale qui a mis fin à la vie de Sutcliffe n'était pas spontanée. Elle aurait très bien pu être l'écho létal retardé d'un traumatisme crânien subi des mois auparavant. Dans une profession où peu sont disposés à s'exprimer en termes absolus, le consensus était choquant.
Au fur et à mesure que la nouvelle s'est répandue, la réaction a été immédiate et polarisante. La moitié du public a reculé d'incrédulité, incapable ou peu disposé à faire le lien. L'autre moitié a regardé dans l'abîme des premières années des Beatles et n'a trouvé que de l'horreur. Le récit réconfortant du destin aléatoire avait disparu, remplacé par une histoire de tragédie et de violence. La vérité cachée dans l'amitié. Pour comprendre toute la tragédie, il faut regarder au-delà du mythe et dans la réalité enchevêtrée et fragile de l'amitié de Lennon et Sutcliffe. Ils étaient plus que des compagnons de groupe. Ils étaient des âmes sœurs, liées par leur amour de l'art et leur aliénation mutuelle du monde qui les entourait. Mais alors que les Beatles trouvaient leurs repères à Hambourg, leur partenariat a commencé à se fracturer. Sutcliffe, toujours plus artistique que musicalement enclin, s'est éloigné de la musique pour se tourner vers la peinture et la photographie. Son amour pour Astrid Kirchherr l'a ancré à Hambourg, l'éloignant davantage du groupe et de Lennon en particulier. Le sentiment de trahison que Lennon a ressenti lorsque son ami le plus proche s'est détourné, non pas pour la gloire, mais pour l'art, a mis de l'huile sur le feu. Certains qui les connaissaient se souviennent des mots durs et des menaces. Et puis, selon Pauline et une poignée d'autres, la bagarre a eu lieu. Si Lennon s'en est pris à lui, ce n'était pas par haine. C'était l'agonie réflexe de quelqu'un qui regardait son amitié s'effondrer. Les historiens qui ont examiné cette période soulignent les problèmes d'abandon profondément enracinés de Lennon et son incapacité à exprimer le chagrin autrement que par la rage. La théorie de Pauline est terriblement plausible. Une explosion de colère, une perte de contrôle d'une fraction de seconde aurait pu coûter à Lennon non seulement un ami, mais aussi son innocence. Ce coup, s'il était celui de Lennon, deviendrait la cicatrice invisible qui les marquerait tous les deux à vie. Les répercussions n'ont jamais quitté Lennon. Certains pensent que son obsession publique subséquente pour la paix, les aveux de culpabilité qui transparaissent dans les interviews et les paroles, et les accès de colère qui ont terni sa réputation, remontent tous à cette nuit violente, non résolue à Hambourg. Le récit se retourne maintenant. L'homme qui est devenu la voix mondiale de l'amour et de la réconciliation était peut-être hanté de façon inéluctable par la connaissance qu'il avait détruit la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée sans le vouloir. C'est une ironie trop brutale pour la fiction, mais terriblement réelle. Le mystère qui pourrait enfin être résolu. La question qui a plané sur l'histoire de la pop pendant 6 décennies a finalement cédé à la preuve. En 2025, après que les révélations de Pauline aient ravivé l'intérêt, une équipe de chercheurs a eu accès à des dossiers nouvellement numérisés du Centre médical universitaire de Hambourg. Enfoui dans un ensemble de dossiers oubliés, se trouvait un résumé clinique. Gonflement cérébral massif, probablement secondaire à un traumatisme crânien. Un chercheur a murmuré « C'est choquant. La vérité sur la mort de Sutcliffe est bien pire que nous ne le pensions. » En recoupant cette déclaration médicale avec la chronologie du déclin de Sutcliffe, l'équipe médicale est parvenue à une conclusion qui reflétait la conviction de longue date de Pauline. Sutcliffe n'était pas mort d'une maladie mystérieuse, sa mort n'était pas non plus un accident du destin tragique. Il a succombé à un traumatisme crânien, la lente mèche des dommages qui a commencé avec un seul impact violent. La documentation était sans ambiguïté. La bosse dans le crâne correspondait au type de blessure produite par une force contondante. Le gonflement et l'hémorragie éventuelle ont suivi le schéma classique de la mortalité différée. Ce n'était pas une maladie spontanée ou une faiblesse génétique. C'était un acte, que ce soit de colère, d'ivresse ou d'accident, qui pouvait être attribué à un moment, un choix, un manquement à la retenue humaine. La preuve n'a pas nommé le coupable, mais elle a mis fin à l'argument sur la question de savoir si la mort de Sutcliffe était évitable. Tout le monde n'est pas prêt à accepter cela.
certains historiens des Beatles, farouchement protecteurs de l'héritage de Lennon, continuent de repousser, avertissant que le mythe ne doit pas être sacrifié pour le scandale. Mais la preuve a atteint une masse critique qui ne peut plus être expliquée ou ignorée. Ce qui était autrefois spéculation est maintenant science. Les murmures de culpabilité qui ont hanté les biographies pendant des décennies sont maintenant devenus un cœur. En fin de compte, le mystère qui a transpercé les fans, les journalistes et les historiens à travers les générations a perdu son ambiguïté réconfortante. La vérité, comme c'est si souvent le cas, est beaucoup plus sombre et plus humaine que n'importe laquelle des légendes qu'elle remplace. La mort de Stuart Sutcliffe n'était pas un acte du destin. C'était la conséquence tragique d'un moment violent, un seul coup dont les conséquences se sont répercutées vers l'extérieur, façonnant les destins de toutes les personnes impliquées, tachant l'héritage d'un phénomène culturel et hantant l'un des artistes les plus célèbres du XXe siècle pour le reste de ses jours. Y a-t-il des décès de célébrités qui, selon vous, pourraient cacher des vérités? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.